Deuxième partie de l'épisode sur la marque, en compagnie de Frédéric Fougerat et Jean-François Granat. Et d'emblée, je vais vous l'avouer, chers auditrices auditeurs, non, la marque employeur n'existe pas. Fred et Jean-François vont vous l'expliquer et vous le démontrer surtout par A plus B. Lorsque nous parlons de marque, nous parlons évidemment du rôle de la communication et vous verrez que souvent il rime avec valorisation et protection de la dite marque. Enfin, nous allons parler des promesses de marque et de nos marques favorites. Bref, cette seconde partie d'épisode sur la marque, en compagnie de Jean-François et Frédéric, est absolument sensationnelle. Je vous laisse écouter et quant à moi, je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Très très bonne écoute et un conseil, prenez des notes. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Je vais lancer un pavé dans la mare. On a discuté de la marque, elle n'appartient à personne, alors parfois un peu plus lorsque c'est une marque personnelle et familiale, mais la marque employeur. J'aimerais bien qu'on close le débat une bonne fois pour toutes. Selon toi, la marque employeur existe-t-elle, Jean-François? Tu connais bien le sujet aussi, comme Fred. Non, la marque employeur, ça n'existe pas. Il n'y a pas plus de marques employeur qu'il y a de marques logistiques, de marques IT, de marques, juridiques, de marques internes, de marques externes, etc., etc. Il y a une seule marque et toutes les forces vives de l'entreprise sont dédiées à cette marque. Et quand l'ARH communique ou quand le service IT communique, il contribue à cette marque-là. Donc, il n'y a pas une marque spécifique employeur, il y a une seule marque et il y a une communication ou une image employeur à développer qui va contribuer à un des aspects de la marque. Quand les commerciaux vont communiquer, ils vont développer un des aspects de la marque. Quand le service immobilier va communiquer, ils vont communiquer sur un des aspects de la marque. Mais il n'y a pas plus de marque employeur que d'autres marques fantaisistes à droite et à gauche. 100% d'accord avec Jean-François, évidemment. La marque employeur, ça n'existe pas. D'ailleurs, si ça existait, on pourrait nous en présenter une. Moi, depuis que j'ai ce débat avec des communicants ou des gens des RH, jamais personne n'a été capable de me présenter une marque employeur. Donc, si on m'en présente une un jour, je réviserai ma position. Mais tant qu'on n'est pas capable de m'en présenter une, c'est que probablement ça n'existe pas. Maintenant, derrière ça, comme l'a évoqué Jean-François, tout le travail qu'on met derrière cette appellation par paresse intellectuelle d'ailleurs, puisqu'il s'agit surtout d'une mauvaise traduction de employer branding, qui est l'image employeur de la marque. Donc on a réduit en marque employeur. Tout ce travail d'animation d'équipe, de recrutement, de promotion de l'image employeur et donc de communication de l'image employeur, tout ce travail existe. Tous les gens qui sont en charge de cette activité sont des gens réels qui ont un vrai travail et qui répondent à des enjeux importants dans l'entreprise. C'est juste une question de sémantique et en l'occurrence en communication, les mots ont un sens, ou alors si les mots n'ont pas de sens en communication, peut-être faut-il faire un autre travail. Donc voilà, c'est qu'une question de sémantique. C'est presque lamentable et minable de se satisfaire de ça quand on est dans la communication. Ça veut dire qu'on se moque quelque part de notre propre travail. Et donc c'est compliqué de revendiquer notre professionnalisme et de montrer qu'on n'est même pas capable d'utiliser les bons mots pour définir les bonnes choses. Mais voilà, je n'y vois qu'une question de sémantique. Et quand on me propose de débattre sur ce sujet, j'ai pas envie de débattre, puisque pourquoi débattre sur quelque chose qui n'existe pas, quoi. Au-delà de la sémantique, ça veut aussi dire que l'image employeur, elle se travaille entre les gens de communication et de marketing et les RH. Je sais que les RH aimeraient bien dire la marque employeur c'est à nous et c'est notre bébé et on la développe nous. Non, une image employeur, ça se développe entre des gens qui savent faire de la communication et du marketing et des gens qui savent faire des RH. Et que les deux doivent travailler ensemble pour développer cette image employeur. C'est pour ça que je pense que ça va au-delà de la sémantique. Oui, mais exactement comme la communication financière qui se travaille entre la communication et les gens dont c'est le métier en communication et la finance qui apporte son expertise financière. Et on parle pas de marque finance ou de marque financière. Donc on peut le reproduire avec l'ensemble des services ou des fonctions stratégiques de l'entreprise. Est-ce que vous avez déjà vu une direction de la communication s'entendre avec la direction des ressources humaines lorsqu'il s'agissait de mettre en place une image employeur? Sincèrement, il y a toujours des exemples qui marchent bien. Il y a toujours des gens qui nous disent oui, ça s'est bien passé. Moi, en 25 ans, j'ai jamais vu des gens qui s'entendaient. Toujours.
Toujours. Je me suis toujours formidablement entendu avec les DRH avec lesquels j'ai travaillé. Je salue Bruno Laforge, je salue Nathalie Moreau. J'en oublie certainement, je suis désolé de les oublier. Mais tout à l'heure je parlais d'autorité professionnelle. Quand on dispose en tant que DIRCOM d'une véritable autorité professionnelle et qu'on a en face de soi un DRH qui a une véritable autorité professionnelle et que les deux se respectent, on peut parfaitement et très très bien travailler. Moi, j'ai eu cette chance-là, donc je sais, je reconnais et je constate parfois des conflits de territoire, des conflits de compétences, parfois des DRH qui s'imaginent que ça peut leur donner un peu de pouvoir de travailler sur la communication interne. La communication interne, elle est parfois encore malheureusement rattachée au RH et parfois la communication employeur. Mais il y a plein de DRH qui sont aussi bien contents de ne pas avoir cette charge mentale ou cette surcharge de compétences qui en plus n'est pas la leur, donc ça leur demande plus de boulot, et qui savent travailler en très bonne collaboration avec les communicants, à supposer que le communicant en face soit aussi à la hauteur. Parce que si on a un communicant qui n'est pas à la hauteur, il peut être très tentant ou plus rassurant d'essayer de faire le job soi-même, même si c'est pas son métier. Oui, moi aussi, j'ai toujours eu des bonnes relations avec les gens des ressources humaines. Moi, je pourrais citer Béatrice Bretonnier chez Coné, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé sur tous les sujets de RSE, diversité, inclusion, handicap, des sujets comme ça. Et je sais que je la salue et je sais qu'elle travaille beaucoup sur des sujets de diversité et inclusion. Et bravo pour ce qu'elle fait. Ou plus récemment avec Julien Anglade chez Renus, on a travaillé beaucoup sur la partie communication interne. Donc oui, la bonne entente entre communicants et RH, ça fonctionne et ça donne souvent des très bons résultats. Tant mieux que vous ayez trouvé ces DRH avec lesquels vous vous entendiez. À chaque fois que je dis ça, on me dit non, mais moi je suis toujours très bien entendu avec les RH. Bon, tant mieux, j'ai dû avoir de mauvaises expériences. Non, mais les mauvaises expériences, elles existent, elles ont des raisons. Mais puisqu'on a la chance de pouvoir partager des expériences très positives, il faut pas non plus dire le contraire de ce qu'on avait pu vivre. Et dont on a été partie prenante, parce que ça a en partie dépendu de nous, en partie des DRH qu'on avait en face. On est d'accord, et puis on n'est pas là pour tirer à boulet rouge sur les DRH qui font un magnifique métier. Ça dépend aussi du dirigeant de l'entreprise qui sait dire et donner une mission à son DRH et à son DIRCOM en demandant à chacun de rester sur son champ de compétences. Oui, puis ça dépend aussi de la situation de l'entreprise. Tu as des entreprises où il y a tellement de chantiers à faire du côté RH que la partie image employeur ou comme interne n'est peut-être pas la priorité du moment. La communication et la marque. En quoi est-ce que la communication vient soutenir ou nourrir la marque ? Ça peut paraître assez idiot comme question, mais je pense qu'il y a encore pas mal de nos auditrices auditeurs qui se disent « Ok, mais qu'est-ce que je vais faire en communication ? Qu'est-ce que je vais mettre en place ? La stratégie, pourquoi pas la stratégie des moyens pour que la marque se développe ?» Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet qui est assez vaste, j'en conviens, et qui est pas facile? Qui veut commencer? Fred, tu veux commencer? Je te sens pensif. Non, oui, parce que la question, elle est tellement vaste et tellement ouverte que je réfléchissais à la façon de l'aborder. Je pense que dans ta question, c'est la marque, la fonction marque et la fonction communication se confondent. Donc on est peut-être plutôt dans quel est le rôle de la communication. Et pour moi, le rôle de la communication aujourd'hui, il est de valoriser et promouvoir, et il est de plus en plus de préserver et protéger. Et à partir de là, le rôle de la communication est d'accompagner et de jouer son rôle d'accompagnement de l'entreprise dans toute la vie de l'entreprise quelque part. Donc ce n'est pas la communication qui fait l'entreprise ou qui fait la marque, mais c'est pas non plus un larbin qui vient en dernier instant sauver les meubles quand on a besoin. Donc il faut que la communication soit à sa bonne place, dans sa bonne position dans l'entreprise, et elle exerce pleinement son expertise comme doit le faire la finance, comme doit le faire les RH, comme doit le faire le business. Est-ce que l'entreprise peut fonctionner sans finance? Non. Est-ce que c'est la finance qui fait l'entreprise? Pas seulement. Est-ce que l'entreprise peut fonctionner sans ressources humaines? Non. Mais est-ce que ce sont seulement les ressources humaines qui font l'entreprise? Non. Et donc j'ai envie de dire exactement la même chose pour la communication, qui notamment porte la marque. Moi, je crois que la marque, on l'a dit tout à l'heure, la marque, on doit la nourrir. Donc, il faut lui amener des nutriments, il faut lui amener des choses, il faut lui amener du texte, il faut lui amener des messages, il faut lui amener du visuel, il faut lui amener des histoires. Et tout ça, c'est la communication qui l'amène. Mais encore une fois, la communication ne fait pas tout.
Si je garde la métaphore un peu sur l'alimentation, je pense que on a de la finance, de la compta, de la supply chain, de l'informatique qui sont les ingrédients. Le rôle de la communication, c'est un peu d'être le chef de tout ça. Quand on dit chef, c'est côté chef cuisinier de tout ça, de mettre tout ça en musique, en sauce, pour pouvoir nourrir la marque. Jean-François, justement, je reste avec toi. Tu disais que la marque appartenait au client. Ce qui est vrai. Parce que le client s'en fait la représentation qu'il souhaite, malgré tous nos efforts. Comment réussir à faire en sorte que le client pense à peu près la même chose que toi en tant que communicant? Déjà, est-ce que c'est possible? Ce dont je ne suis pas intimement convaincu, mais j'imagine que si on interviewe des gens dans la rue à propos de Nike ou d'Adidas ou de je ne sais quoi ou quelle marque, ou Coca-Cola, tiens, pour citer encore une très grande marque, les gens vont dire à peu près la même chose. Mais comment on fait pour convaincre et faire en sorte que il y ait un certain alignement entre la marque, nous les communicants, la marque, et puis nos clients? C'est ce qu'on a dit au début, je crois, c'est la cohérence. À partir du moment où toutes les actions que tu mets en place, tous les messages que tu peux délivrer sur tes produits, sur tes forces de vente, sur les RH, sur l'ensemble des gens dans l'entreprise, si tout ça c'est cohérent, tu crées quelque chose qui est hyper fort. Cette notion de marque, alors, malheureusement, elle s'est beaucoup développée avec le parti nazi. Albert Speer a énormément réfléchi et théorisé la marque parti nazi. L'histoire est horrible, hein, mais il y avait une cohérence totale entre les messages, les événements, tous les éléments graphiques, et ça a été hyper fort. Malheureusement dans le mauvais sens, mais c'est un méga travail sur la cohérence d'une marque horrible. Et c'est ce qu'on doit retrouver dans les marques aujourd'hui, c'est que tout doit être cohérent. Alors pour développer une histoire qui est beaucoup plus belle que celle que je viens de vous raconter, tout doit garder cette cohérence pour pour faire en sorte que derrière, les gens perçoivent le bon message, soient capables de retransmettre ce message-là. J'aime bien, il y a une phrase alors qui a été attribuée à Jeff Bezos, je sais pas si c'est vrai, mais qui dit la marque, c'est ce que les gens disent de vous quand vous êtes parti, quand vous avez quitté la pièce. Voilà, il faut que parce qu'on a raconté des tas de choses dans la pièce, quand on s'en va, il faut que les gens ils racontent tous la même chose. Fred, qu'est-ce que tu en penses? Alors d'abord, je suis toujours surpris par les références historiques de Jean-François, mais voilà, c'est très enrichissant. Moi, je pense, je partage tout ce qui a été dit, donc difficile de venir en rajouter une couche sans paraphraser. Pour moi, la marque, c'est un pont entre l'entreprise et le client, ou en tout cas le destinataire final. Donc la marque, elle doit avoir une vision, elle doit défendre la valeur et ce que propose l'entreprise, mais qui doit répondre à un besoin en face, à ce qui est attendu, et donc aussi avoir ce travail d'empathie pour servir le client comme il l'entend. Et c'est pour ça que si la marque, c'est ce que dit le client quand on a quitté la pièce, c'est aussi pour ça que le client, si la marque a bien fait son travail, devient un prescripteur de la marque, devient lui-même un ambassadeur de la marque. Et là, on a nous en tant que communicants, on a réussi notre travail si on parvient à ça. Alors on n'y parvient pas seul, parce que si on défend une marque qui offre un mauvais service ou un produit de mauvaise qualité, on a beau faire la meilleure des communications, le client ne va pas être un prescripteur. Mais si tout est cohérent et si on le fait avec du sens, et dans le sens de ce qui est attendu à l'arrivée, eh bien, on a même le retour, c'est qu'on bénéficie de la réputation qui nous est accordée par le client qui devient lui-même prescripteur, ambassadeur de la marque. Et idem pour le collaborateur d'ailleurs. Pour compléter ce que vient de dire Fred, la marque, comme c'est ce que le client imagine, finalement, c'est une promesse. La marque, c'est une promesse qu'on fait au client. Et donc, il faut que l'entreprise, l'ensemble de ses salariés, que la marque tienne cette promesse. Et si cette promesse elle est tenue, le client il sera content et ça va enrichir son imaginaire et ça va enrichir sa vision de la marque. Et son expérience. Et si le client est pas satisfait, et là, si la promesse n'est pas tenue, et là, c'est l'effet inverse. On va dégrader l'image de l'entreprise et on va dégrader l'expérience du client. Et finalement, on va desservir la marque. Donc, c'est à la fois une promesse et puis un sacré challenge pour les gens de l'entreprise et pour l'entreprise de relever cette promesse-là. Une promesse et une preuve de promesse à apporter collectivement. Quand j'entends promesse d'entreprise, je pense immédiatement à Darty. Alors c'est parce que je suis un boomer, mais c'est vrai que c'est la seule promesse de marque, ce fameux SAV, dont je me souvienne.
Vous en avez, vous, des promesses de marque ou des marques comme ça qui sont peut-être pas nécessairement iconiques, mais où vous vous dites il y a une cohérence absolue, la promesse elle est tenue et je le sens et je l'entends et je suis presque prêt à devenir un ambassadeur pour l'achat et pourquoi pas pour travailler pour cette marque. Passé un temps, il y avait American Express qui avait un positionnement qui était de dire voilà c'est la Rolls de la carte de crédit et derrière il y avait un service qui était derrière qui était absolument irréprochable. Enfin, tu téléphonais et ça sonnait pas 3 fois avant qu'il y ait quelqu'un qui te décroche, qui t'appelle par ton prénom ou ton nom et qui soit capable de répondre à tes questions. Enfin aujourd'hui, on tombe sur des chatbots à droite et à gauche où t'as jamais la bonne réponse. Là, il y avait un vrai service client et une vraie promesse qui était faite au moment où tu devenais client. Fred, est-ce que tu as une marque comme ça qui te vient à l'esprit avec une belle promesse tenue? J'en ai pas, mais ta question me fait me dire que j'ai le sentiment que les promesses ou la forme des promesses a évolué. Quand tu parles de Darty, qui est effectivement très symbolique, c'était une promesse très simple, qui n'était certainement pas simple à mettre en œuvre, mais en tout cas tout était fait pour la mettre en œuvre. Elle était prouvée, on le vérifiait chaque jour, et il communiquait très 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 fortement sur cette promesse. Aujourd'hui, une marque, par exemple, sa promesse, c'est plutôt, par exemple, de t'offrir un sentiment de statut social, parce que tu vas avoir cette voiture, parce que tu vas avoir ce téléphone, parce que tu vas avoir cette carte bancaire qui est d'une couleur ou d'une matière particulière. Ça te confère un statut social. Donc la promesse les promesses ont évolué en tout cas, ou elles sont plus importantes. Peut-être que les promesses de base d'il y a 40 ou 50 ans sont toujours là, mais donc le spectre est beaucoup plus large. Donc oui, est-ce que quand j'utilise mon téléphone Apple, est-ce que ça répond à ma promesse? Pour certains, j'évoquais le statut social, je peux me payer un Apple, donc j'appartiens à une certaine catégorie de la population. Pour d'autres, c'est la beauté de l'objet, le plaisir de l'objet, la qualité des photos qui va me permettre de faire, et certainement pas toute la technologie qui est à l'intérieur, à laquelle je ne connais strictement rien, et je suis incapable de comparer cette technologie à un autre fabricant de téléphone. Donc voilà, les promesses, dans mon sens, ont évolué, et en tout cas, pour peut-être aussi les besoins de promesses ont évolué et la façon de servir les promesses ont évolué. Donc ce qui demande aussi d'ailleurs beaucoup plus de travail et d'expertise que de créativité aux communicants, parce qu'on n'est plus sur du basique. Je te promets de venir sous 24 heures, je viens sous 24 heures, j'ai répondu à ma promesse. Il y a beaucoup plus de fantasmagorie aujourd'hui dans la promesse. Ouais, on le voit beaucoup sur les marques de luxe qui sont passées sur je te promets une qualité irréprochable et un savoir-faire et de l'artisanat. Ah, aujourd'hui, je te promets du bling-bling, voilà. Et ces marques qui sont là, à un moment ou l'autre, elles vont avoir des problèmes. Enfin, si on compare des marques comme LVMH et Hermès, on est dans les deux cas sur des marques de luxe, mais on n'est pas sur la même façon de l'approcher, on n'est pas sur les mêmes promesses et on n'est pas sur les mêmes expériences clients. Karl Lagerfeld n'aurait pas été d'accord avec toi. Pour lui, il y avait une seule marque de luxe en France, c'était Hermès. Oui, c'est. Donc ni LVMH, ni même les marques pour lesquelles il travaillait. Je suis d'accord avec ça. Oui, c'est cela. Oui, Hermès. Oui. Ben moi, bien compris que tu avais une machine à laver à acheter et un sac Hermès à offrir. Exactement, Isa, si tu m'entends, ou pire que ça, Alice, mon amour, ma fille, si tu m'entends, c'est pas pour tout de suite. Papa devra vendre un rein pour Hermès. Bon, évidemment, je plaisante. J'ai 2 dernières questions à vous poser et elles sont pas simples, je vous le dis par avance. À titre personnel, vous qui êtes directeur communication, marque, marketing, bref, on va appeler ça, on va dire DIRCOM au sens le plus large. Quelles sont les marques ou quelle est la marque dans votre parcours que vous avez préféré développer et pour quelles raisons? On commence par toi, Fred, puisque tu nous accueilles et après je te passe la parole, pardon, Jean-François. Alors je suis désolé, c'est très difficile de répondre à cette question parce que j'ai eu l'opportunité, la chance de travailler dans des secteurs très très différents où la valeur de la marque était aussi très différente. J'ai travaillé quasiment exclusivement dans du B2B où la valeur de la marque n'est pas la même que dans du B2C, donc c'est très compliqué de répondre. J'ai énormément aimé travailler pour la marque Altran. C'est pas parce qu'elle n'existe plus que je la cite, mais parce qu'il y a eu un gros travail de cohérence à faire. C'était une entreprise qui était présente dans 26 pays et donc il y avait un multiculturalisme qui était très fort. Donc ça a été très intéressant de bosser pour cette marque-là. Ça a été passionnant de bosser pour la marque Elior.
Mais là, c'était plus pour l'activité, le fait de nourrir des gens, 4,5 millions de personnes au quotidien. La marque qui est derrière, elle est sacrément importante parce que est-ce qu'on sert de la qualité ou pas de la qualité? Est-ce qu'on a une intoxication alimentaire dans une école ou pas? Le paraître de la qualité ou pas de la qualité, mais quand on vous donne 80 centimes pour faire un repas avec une entrée, un plat, un dessert, forcément on peut rencontrer en face une forme d'insatisfaction, mais il faut comprendre toute la démarche et la marque porte tout ça, donc c'est assez compliqué. Donc moi j'ai vraiment aimé beaucoup des marques pour lesquelles j'ai travaillé. Voilà, je cite ces deux-là, mais ça peut être injuste pour d'autres. Et puis j'ai aussi travaillé pour des marques publiques et travaillé pour une collectivité territoriale. Donc c'est un territoire, c'est tout ce que ça représente de paysage, de géographie, d'économie, de population. Donc c'est d'image touristique. Donc voilà, avoir transformé par exemple l'image de Lisieux, capitale du Pays d'Auge, ça a été un travail d'identité de marque que j'ai adoré faire. Donc voilà, c'est très compliqué en n'ayant pas eu un parcours linéaire où j'ai fait toute ma vie dans la banque ou toute ma vie dans les mutuelles ou toute ma vie dans l'immobilier. Bon, c'est très compliqué de répondre à cette question. Voilà, j'en ai cité 3 comme ça. Une question super compliquée. Mais toi, t'as eu le temps d'y réfléchir. Ouais, c'est vrai, un peu plus que toi. Au lieu de m'écouter, t'aurais dû réfléchir. Mais j'en sais plus sur Lisieux maintenant. Non, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à développer la marque Les Vergers Boiron parce qu'on est reparti quasiment d'une page blanche avec un super travail, avec des super équipes. Voilà, Catherine, Élodie, Christian, Maxime. Enfin, c'était voilà, je pense qu'on a tous beaucoup bossé avec voilà beaucoup d'efforts en essayant de, comme je disais, mettre beaucoup de cohérence et de force dans ce qu'on faisait avec. Je pense qu'on a réussi en 4 ans à faire un vrai basculement de la marque et ça c'était un vrai plaisir et puis un plaisir où quand je suis parti où il y a des gens qui sont venus me voir, notamment des commerciaux qui sont venus me voir en disant on a senti un moment où avant après. Donc ça fait plaisir, ça veut dire que les choses ont bougé et que les gens te disent c'est plus facile de faire du business et la relation que j'ai pu développer avec certains chefs cuisiniers ou pâtissiers était vraiment sympa. Ma ligne en a pris un peu un coup, mais c'était vraiment un vrai plaisir de développer ça. Et puis chez Koné, travailler sur la partie RSE, développement durable, montage de la fondation, travail sur des sujets sur l'insertion, le handicap, notamment avec Béatrice, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'était aussi des choses très sympas et je pense qu'on a construit des belles choses aussi. Koné, c'est une marque d'ascenseur, sachez-le, chers auditrices et auditeurs. K-O-N-E, qui veut dire en finlandais... Machine. Exactement, quelle magnifique réflexion sur le naming. Fred, tu voulais rajouter quelque chose ? Peut-être que ça va répondre à ta dernière question par anticipation, mais comme je la connais pas, je ne sais pas. En complément de ta question, ce que j'avais envie de dire, c'était quelle a été la marque la plus compliquée ou la plus dure à créer. Et ça, c'est une question. C'est une question à laquelle j'ai la réponse parce que alors j'ai pas créé j'ai créé pas mal de marques, mais j'ai surtout beaucoup travaillé le rebranding et justement la cohérence et la valorisation de marques existantes. J'ai toujours été j'ai toujours souvent accompagné des dirigeants qui n'avaient pas la volonté que la marque leur ressemble et plutôt donc on renforce la marque et non pas que la marque tout d'un coup devienne celle du nouveau dirigeant et comme si l'histoire du dirigeant devait être directement associée à celle de la marque. Puis après ça a aussi des coûts, notamment quand on est présent dans le monde entier. Changer une marque, changer sur des machines, dans des bureaux, sur des devantures, tout ça est extrêmement coûteux. Et donc la question du pourquoi le faire, si c'est seulement pour faire plaisir aux dirigeants, donc c'est une très mauvaise idée. Donc j'ai travaillé beaucoup de marques, j'ai fait beaucoup de rebranding, mais la marque la plus compliquée à créer de toute ma vie, ça a été la mienne, ça a été Tenkan Paris, parce que qu'est-ce que c'est facile, en tout cas quand on est à l'aise avec ce travail, de proposer, de créer des marques pour les autres, mais quand il faut créer une marque pour soi-même, alors on est en interrogation permanente et on n'arrive jamais à se décider. En tout cas, ça a été pour moi la marque la plus compliquée à faire. Pour ce qui est de son développement, image, logo, identité graphique, ça je l'ai fait faire par une agence partenaire, mais choisir le nom, c'est moi qui l'ai choisi. Il se trouve que Tenkan, c'était à la fois le nom de mon chat et c'était à la fois une référence à une activité d'art martial, d'aïkido, et donc tout ça était assez évident. Mais c'était évident pour moi, ça n'était pas nécessairement pour les autres. Fallait que ça ait du sens pour mon activité. Ça a du sens dans l'activité parce que Tenkan,
C'est une action, un mouvement rapide de vision stratégique, de positionnement, de force, de stabilité, de décision. Donc tout ça colle bien à la question de la gestion, notamment de crise, même si c'est pas forcément parlant pour celui qui l'entend en premier. Mais choisir le nom de sa propre marque, c'est sacrément plus compliqué que de choisir ou de proposer des marques pour les autres, quoi. Alors Jean-François, tu n'y couperas pas parce que Frédéric a en effet découvert ma question. Je vais donc en trouver une vraie dernière. Je suis très agacé. Merci messieurs. La marque la plus compliquée à développer. Quand je dis compliquée, c'est pas nécessairement négatif, bien au contraire, mais celle qui t'a demandé, le plus de fil à retordre. Je crois que c'était la marque Blue Star Silicone où on a refait la plateforme de marque. Et là, c'était avec des filiales au Brésil, des filiales aux US, des filiales en Asie, et la difficulté d'harmoniser tout ça, de convaincre qu'il fallait faire quelque chose, de structurer des marques mères, des marques filles, ça a été long, compliqué déjà au départ d'expliquer le projet et pourquoi c'était nécessaire de le faire. Sur une marque qui était assez récente, qui avait été créée ex nihilo suite à un rachat. Donc il y avait un vrai besoin de développer la marque et de repositionner la marque, et ça passait par un vrai travail sur la plateforme de marque. Donc ça a été vraiment, je pense, la partie la plus compliquée. Moi, je peux partager aussi une expérience de marque qui a été très compliquée à retravailler, et c'est celle qui a demandé vraiment le plus de créativité, de réflexion et d'énergie, et c'était la marque Géoservice dans l'activité pétrolière, une marque où nous étions présents dans 54 ou 56 pays dans le monde, c'est-à-dire qu'une marque qui était présente sur du matériel, des machines, des bâtiments, et donc il n'était pas question de toucher à la marque, mais il fallait refaire la marque. Situation un peu compliquée, il faut changer la marque mais on n'y touche pas. Et ce que je devais faire, c'était changer l'image de la marque mais sans toucher au logo. Et le logo était constitué d'une police très 70s, donc qui paraissait très has-been, qui était bariolée de 3 traits. Et donc, je n'avais pas le droit de toucher à ce logo, mais il fallait absolument que je change l'image de la marque et que je donne une nouvelle image plus cohérente avec le métier, plus cohérente avec l'époque, plus cohérente avec l'internationalisation de la marque, qui était une petite marque française qui n'avait pas d'activité en France. Donc tout ça a été passionnant à faire, compliqué dans la réflexion, mais ultra passionnant à faire. Et la façon dont ça a été traité, cette marque qui existait sur des tonnes de supports où la police était trafiquée, où le logo était étroitisé, écrasé, colorié dans tous les sens. Le choix qui a été fait, ça a été de l'utiliser sur fond sombre, sur fond noir, un bleu noir qui représentait finalement la nuit du ciel, et qui permettait aussi de contribuer à donner un côté plus premium à la marque en allant dans les codes du premium et du luxe. Quand on est dans l'activité de service énergétique, c'est pas les premiers codes auxquels on pense. Et puis puisqu'il y avait 3 traits derrière cette marque et que nous avions 3 activités, on a choisi d'identifier les activités par 3 couleurs et de faire de ces 3 couleurs un arc-en-ciel autour d'une planète qui symbolisait. Et donc on a rajouté cette idée de planète derrière cette marque, et ce tout qui n'est pas grand chose, mais on est quand même passé du blanc au noir, à complètement changer l'image de cette marque, et qui a servi ensuite à la vendre et à très bien habiller cette magnifique mariée, mais qui n'était pas très bien vêtue au moment où on est arrivé. Ouais, moi, les autres expériences que j'ai vécues, peut-être difficulté, c'est quand tu dois gérer une marque sur la France, par exemple, avec des consignes qui viennent du groupe, qui sont faits dans d'autres pays, et avec un décalage entre ce que tu sens nécessaire de mettre en œuvre et l'image qui est développée au sein du groupe. Et donc, tu peux avoir des fois des écarts au niveau culturel. Voilà, voilà, il y a quelqu'un que je connais qui travaille pour un groupe japonais. C'est aussi hyper compliqué d'adapter en fait des codes qui semblent évidents au Japon et de les adapter ici en France. Et moi, je l'ai vécu entre des codes qui peuvent être définis dans certains pays. Mon expérience, c'était l'Allemagne, ça a été la Finlande, et qui doivent s'adapter en France. Et il y a parfois des difficultés ou des écarts culturels qui font que ce qui semble évident dans un pays, il n'est pas évident dans l'autre. Et puis on peut le dire pour ces 2 marques qu'on ne va pas citer, mais je vois très bien à qui tu fais référence. Ce sont aussi des secteurs qui n'ont pas spécialement une grande appétence pour la communication, qui vivent plutôt heureuses en étant relativement cachés.
Oui, et puis comme le disait, enfin, on a la même expérience avec Fred sur la partie B2B et moi encore plus dans l'industrie. C'est pas non plus des secteurs sur lesquels il y a une habitude de communication qui est très forte. Ma dernière question est peut-être la plus difficile, ou pas. Je commence par toi, Jean-François, on terminera avec Fred, notre hôte, qu'on remercie déjà. Quelle est ta marque ou quelles sont tes 3 marques préférées? Question super compliquée. Alors ça va être un peu tarte à la crème, mais il y a une marque que j'aime bien qui est Patagonia pour tout le travail qu'ils font sur la RSE. Bon, je ne vais pas développer parce que ça a été développé en long, en large et en travers. Je pense que Apple est aussi là une des marques assez évidentes en termes de savoir-faire sur le développement d'une marque. C'est brillantissime ce qu'ils ont fait. Après, je sais pas, pour pouvoir te citer une troisième comme ça, c'est compliqué. Je pense que ces deux-là sont vraiment des marques assez référentes. Je pense que moi, j'aime bien les histoires qui partent de l'artisanat, où il y a des histoires à raconter. Toi, il y a une marque comme Opinel, par exemple, que je trouve assez intéressante. Ils sont un peu perdus, ils sont revenus. Enfin voilà, c'est pas du niveau de ce qu'a pu faire Apple ou de ce qu'a pu faire Patagonia, mais voilà, je pense qu'il y a des marques comme ça en France. On a la chance d'avoir des tas de petites marques. J'ai rencontré quelqu'un là qui il y a quelques années a essayé de relancer une marque de collants qui s'appelait la marque s'appelait Stéphane Gerbet, qui était une super marque de collants avec des machines qui dataient du siècle dernier, qui fonctionnaient toujours, qui maintenaient en activité pour pouvoir justement continuer à faire une certaine qualité, qui malheureusement une marque qui a disparu. Mais voilà, j'adore ces marques dans lesquelles il y a de l'histoire et qu'on peut travailler sur cette histoire-là et les renforcer. Et comme disait Fred tout à l'heure, les Italiens sont très forts pour relancer des marques comme ça. Et voilà, et je pense qu'en France, on en a plein, des petites marques comme ça. On a des grosses, comme Bugatti, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je pense qu'on a plein de petites marques comme ça qui sont des super belles marques et qui mériteraient d'être relancées. Fred, tu as eu le temps de réfléchir pendant que Jean-François nous parlait. Alors, je suis pas étonné par Apple. Hein. Je m'attendais à ce que tu la cites en premier, Jean-François, te connaissant, mais heureusement que tu l'as cité. Fred, tes marques ou ta marque? Ouais, hyper compliqué de répondre comme ça de façon spontanée. Et puis après, il y a quelle est ma marque préférée parce que c'est à mon goût, parce que c'est celle que j'aime consommer, ou est-ce que c'est la vision de communicant? Alors je vais faire les deux. Celle que j'aime consommer, moi je suis ce qu'on a appelé pendant longtemps un nono, c'est-à-dire que j'ai nos marques, nos logos sur moi. La seule marque que l'on peut voir parfois sur moi, elle est représentée par un petit crocodile. Donc voilà, c'est une marque que je porte depuis que je suis gamin, un petit crocodile sur le torse qui parfois n'est plus vert et plus discret. Voilà, j'aime beaucoup cette marque, mais sans savoir expliquer forcément les raisons. Maintenant, d'un point de vue communicant, le petit temps que j'ai eu pour réfléchir, spontanément m'est venue la marque Italie. La marque Italie, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est un jeu de mots entre le verbe to eat en anglais et le nom du pays Italie. C'est une aventure entrepreneurial assez dingue, c'est un succès de folie, c'est une expérience client assez extraordinaire, donc d'une chaîne de magasins de produits italiens qui vient du nord de l'Italie, qui est répandue maintenant présente dans le monde entier. Je pense il doit y avoir plus de 50 magasins Italie dans le monde, peut-être beaucoup plus, peut-être que je suis dépassé, je suis pas d'actualité, où on trouve en circuit direct des produits importés d'Italie, donc qu'on ne trouve nulle part ailleurs, autour d'une marque ultra simple qui dit tout dans son nom et qui offre la promesse qui est faite derrière cette marque, c'est vraiment celle que peut ressentir le client, d'avoir des produits de qualité et des produits d'origine, toute la gastronomie italienne qui est proposée en libre service comme une épicerie ou en restauration, de la simple pizza à des plats un peu plus élaborés de cuisine italienne et notamment du nord de l'Italie, réputé pour notamment sa charcuterie et son fromage. Donc voilà, deux exemples. Je trouve cette marque tellement simple et tellement efficace. Puis c'est une marque récente pour ne pas l'épuiser dans le catalogue des sublimes marques plus anciennes. Donc voilà l'idée qui me vient. Et je suis un client, donc voilà, c'est pas juste de la théorie, c'est de la pratique et un client aussi satisfait par la promesse. Après, on a peut-être plus de marques à te citer qui ont raté leur communication et qui ratent leur marque, mais On va arrêter de citer Body Minute, s'il te plaît. Ouais, non, mais je pensais à une marque de voiture rouge, par exemple, tu vois, que je trouve qui a beaucoup,
qui a mal travaillé sa marque. Enfin, pas passé un temps, qui est en train de revenir, mais qui a un peu fait n'importe quoi avec sa marque. Alors moi, pour conclure... On n'est pas obligé de mettre ça. Non, je crois qu'on va inviter un procès. J'ai pas envie de finir les menottes au poignet. J'aimerais bien que Maverick soit une marque qui existe depuis 30 ans, enfin pendant 30 ans minimum, donc 15 ans plus qu'actuellement. Moi, je vais vous dire les 2 marques qui me viennent à l'esprit. C'est assez étonnant. Moi aussi, je suis très nono. C'est-à-dire que je n'ai toujours pas deviné la marque dont tu parles avec le crocodile sur un polo. Fred, je vois pas. Ça doit être sur une chemise. Ah, sur une chemise. C'est quoi? Ça s'appelle chemise. Ah, chemise, d'accord. Autant pour moi. LVMH, c'est ça dont tu parles, Jean-François? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. D'accord. Ok. Ouais, bah écoute, tu vois comme quoi, je suis assez bon dans le luxe. Moi, il y a 2 marques que je surkiffe, mais pour une vraie raison, c'est que la grande passion de ma vie est la musique. La première, c'est Island Records. Island, c'est le label qui a découvert Bob Marley. Et il a été fondé, ce label, par un mec qui s'appelle Chris Blackwell, qui est un Anglais, qui est allé vivre en Jamaïque, en tout cas qui vivait en Angleterre, mais il est allé écouter des artistes jamaïcains et il ramène une bande de Rasta qui viennent évidemment de Kingston, et c'est Bob Marley et les Wailers. Et c'est le mec qui signe Bob Marley et qui en fait cette rockstar incroyable. Sur le label Island Records, il y a un autre groupe signé dans les années 80 dont personne n'avait rien à faire, fin 79 exactement, un groupe qui s'appelle U2, Udos, U2. Et les gars de U2 qui sont pas très connus, ils ont pas fait la grande carrière de Bob Marley, évidemment, on le sait bien. Et les mecs de U2 disent au début que personne ne savait qu'ils étaient chez Island. Jusqu'à ce qu'ils sortent leurs 3-4 premiers albums, jusqu'à New Year's Day ou Sunday Bloody Sunday, personne ne savait qu'ils étaient chez Island. C'est ça qui est très fort. Et Chris Blackwell, c'est pour moi, j'ai une photo chez moi de Chris Blackwell. C'est ce qu'on appelle un béquet, comme on dirait chez nous aux Antilles. Et c'est un type que ma mère a rencontré. Et ma mère, qui parlait pas très bien l'anglais, me dit, il était formidable, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Et la deuxième marque, c'est toujours initialement dans la musique, mais c'est Virgin. Où là, c'est encore plus fort, encore plus beau, encore plus grand, avec Richard Branson, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, qui est un type évidemment absolument charmant. Je l'ai pas rencontré dans le cadre de ces d'autres activités que celle de la musique, mais voilà, c'est les 2 marques que je surkiffe dans ma vie, et finalement, je m'aperçois que bizarrement, même si ça fait 25 ans que je fais de la communication, je n'ai aucun publicitaire que je surkiffe. Tous les gens que je surkiffe dans ma vie sont des entrepreneurs et des mecs de la musique, et bien évidemment des artistes. Bref, désolé pour cette parenthèse très perso. Messieurs, je tiens à vous remercier. En premier lieu, Fred, je te remercie de nous recevoir chez Tenkan, hein. Donc le chat est décédé, je suppose. Mais oui, ça fait bien longtemps. Vous êtes toujours les bienvenus chez Tenkan Paris pour venir me saluer, boire un coup, enregistrer des épisodes du podcast et raconter de blagues salaces, comme c'est si bien le faire, Monsieur Granat. Pardon. Merci en tout cas à toi. Je plaisantais, mais merci en tout cas de ton accueil, toujours aussi chaleureux, c'est toujours un plaisir. Merci Jean-François d'être venu. Et alors. Merci Laurent, merci à Fred pour ton accueil. Alors spécifiquement de Lyon, hein, où là tu étais en train de construire. Alors, tu étais en train de construire une tour, c'est ça à Lyon, c'est ça? Non, j'étais en train déjà d'essayer de refaire ma salle de bain chez moi. C'était déjà un projet qui m'a repris tout l'été, qui n'est pas fini. Écoutez, les gens qui construisent des marques sont des véritables bâtisseurs, donc tu nous le prouves, ça commence un peu par les chiottes aussi et par la salle de bain, donc félicitations. Mais en tout cas, je vous remercie, je pense que cet épisode sera à écouter dans les écoles de communication, dans les écoles de commerce que toi et moi connaissons bien, Jean-François, puisqu'on en a fait une. Donc je tiens à vous remercier, c'était absolument passionnant et bravo d'avoir parlé aussi bien de la marque sans avoir été chiant. Ah, dernier point, on est chez toi Fred ? Tes yeux ont traîné sur mon bureau. Voilà, mes yeux ont traîné sur ton bureau. Et alors, ce qui est tombé un moment, on a vu des feuilles et on a vu la tête de Fred Fougerat. Alors pas en vrai comme on le voit toi, mais sur une photo. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'enfant là-dessous. Il y a un nouvel opus. Dis-nous tout. Il y a un 9e livre en préparation pour la fin de cette année qui s'appelle C'est de la com. C'est de la com, c'est cette expression insupportable qu'utilisent souvent les journalistes, parfois les politiques, pour se dénigrer eux-mêmes, parce que un politique fait de la communication et c'est normal, ça fait partie de son activité.
Et donc mon prochain livre sera sur les idées reçues sur la communication, et il sera préfacé par 3 stars de la communication politique qui ont exercé au plus haut niveau de la fonction publique et politique, voilà, pour parler de ces idées reçues sur la com et notamment sur la communication politique. Voilà, c'est de la com. Voilà, comme si on devait déjà négliger le sujet ou la personne qui s'exprime en la disqualifiant parce qu'elle ferait de la communication. Ce qui participe à disqualifier l'intégralité de notre métier, de nos professions. Eh bien écoute, on va se quitter là-dessus. Merci encore une fois Fred de nous avoir accueillis, Jean-François et moi. Merci à toi Jean-François d'avoir magnifiquement, tu vois, c'est l'émotion, bien parlé de ton métier. Tout ce qu'on te souhaite, c'est le meilleur, évidemment. Merci Laurent, merci Fred. Et puis si jamais il y a une entreprise qui t'entend, eh bien qu'elle recrute le meilleur directeur marketing et communication de l'industrie B2B. Et que ce soit à Paris, Lyon, Marseille, Lille ou même à Vierzon. Ou Lisieux peut-être, sous les traces de Fred. Sur les traces de Fred. Chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre 2 pointures absolues. Vous mettez 5 étoiles sur Apple, 5 étoiles sur Spotify, vous vous abonnez au décodeur de la communication qui donne la parole aux gens brillantissimes. Bravo les gars, je tiens à vous remercier et je vous dis ciao ciao.